Bonjour Sam. Aujourd'hui, on se penche sur une grosse boîte, assez impressionnante. Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Ah oui, celle-là. Quand on voit Matt Leacock, le papa de Pandémique, sur la boîte, on sait qu'on va avoir du coopératif intense. C'est clair. Et après l'avoir bien poncé pour notre article, on peut vous dire que c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple Pandémique avec un skin Seigneur des Anneaux. C'est une vraie plongée en terre du milieu. Tout à fait. L'idée de notre article, et donc de cette discussion, c'était vraiment de partager cette expérience de jeu. Elle est prenante, on va décortiquer un peu les mécaniques, l'ambiance, les défis qu'on a rencontrés. Et on le redit comme dans l'article, hein, c'est notre avis perso, forgé au fil des parties, sans aucun lien commercial derrière, juste notre ressenti. Alors justement, qu'est-ce qui ressort de cet article de nos parties? Pour nous, il y a 3 points clés. Premièrement, Leacock a magistralement adapté et enrichi son système pandémique pour l'univers de Tolkien. C'est pas juste un copier-coller. Non, c'est bien intégré. Deuxièmement, l'immersion, elle est incroyable. Les mécaniques y participent, mais aussi le matériel qui est somptueux. Oui, on pense à la tour Barad-dûr. Ah, la fameuse tour. Et enfin, troisièmement, faut être honnête, c'est un jeu exigeant. C'est long, comptez bien 2, voire 3 heures. Et le hasard, parfois, il peut être un peu frustrant. Mais l'épopée est là, et la rejouabilité aussi. Oui, et un truc qui change vraiment la dynamique et qu'on souligne dans l'article, c'est ce système où chaque joueur contrôle 2 personnages. C'est intéressant ça. Comment ça marche exactement? Ben, à ton tour, tu as 4 actions avec ton héros principal, on va dire, et une seule action avec ton héros secondaire. Ce 4 plus 1, ça t'oblige à vraiment te coordonner avec les autres. Ça apporte une richesse tactique assez poussée. On ne peut pas jouer dans son coin. D'accord, faut vraiment discuter stratégie. Exactement. Le but ultime, on s'en doute, c'est de jeter l'anneau dans la montagne du destin. Le classique. Voilà. Mais ce qui est malin et qui renouvelle bien les parties, ce sont les objectifs intermédiaires. Il faut en réussir 3 avant la fin, et il y en a 24 différents. Oui, tirer au hasard au début. Ça peut être réunir le Conseil Blanc, survivre à la Moria. Ça change toute l'approche de la partie. Et pendant qu'on essaie de faire ça, évidemment, Sauron n'attend pas. Ses armées avancent via les cartes ombres. Mhm. Et surtout, il y a ces cartes, le ciel s'assombrit. Alors celle-là. Ah oui, elles font mal. C'est un peu comme les cartes épidémies dans Pandémique, en fait. Elles ramènent les pires menaces sur le tapis, souvent au pire moment. C'est ça. Et puis, il y a la mécanique de tension par excellence qu'on a trouvée vraiment stressante. L'œil de Sauron. La traque de Frodon. Ça, c'est le cœur de l'angoisse du jeu, je trouve. Absolument. Pendant que nos héros se battent un peu partout, Frodon, lui, avance discrètement vers le Mordor. Mais l'œil le cherche. Et s'il le trouve, c'est le test de traque. Avec des dés spéciaux, bien sûr. Et là, on serre les fesses. Chaque échec fait baisser une jauge d'espoir commune à tous les joueurs. Et si l'espoir tombe à 0, C'est perdu. Game over. Même si l'anneau est presque arrivé. On retient vraiment son souffle à chaque lancer de ces dés-là. et ce qui est génial, thématiquement parlant, c'est qu'on peut distraire l'œil. Oui, en gagnant des batailles, en accomplissant certaines actions héroïques, on peut réduire la menace de la traque. Ça lie parfaitement l'effort de guerre global à la survie de Frodon. C'est très bien vu. Franchement, l'immersion est totale. On se sent en terre du milieu. Visuellement, c'est une claque, comme on disait dans l'article. Le plateau est magnifique, les fiches sont belles. Et la tour Barad-dûr. Gadget ou pas? On était sceptique au début, mais elle ajoute un vrai truc, un côté dramatique. Lancer les dés dedans pour une bataille cruciale ou un test de track, ça a un côté solennel presque. Oui, ça participe à l'expérience, c'est sûr. Mais attention, cette épopée, elle peut être rude. On l'a aussi mentionné dans notre analyse. Le hasard des dés est très présent. Ah oui, parfois c'est brutal. Un mauvais jet peut vraiment ruiner une stratégie qu'on pensait bien ficelée. C'est sans doute pour ça qu'on lui a mis une super note, 4 sur 5, dans l'article, mais pas le 5 parfait. C'est aléatoire important, la complexité au début, le plateau est chargé, il faut prendre ses marques, et puis la durée des parties, c'est à prendre en compte. Donc pour résumer notre article, on a adoré l'immersion, la stratégie, la variété des objectifs. Voilà. Et on a un peu moins aimé, ou disons, on prévient sur l'impact du hasard parfois frustrant, la petite courbe d'apprentissage au départ, et le fait que ce soit un jeu long. En conclusion, on peut dire que le destin de la communauté est une très belle réussite, une vraie épopée coopérative, immersive, bien plus qu'un dérivé facile. C'est un défi costaud mais gratifiant. Absolument. C'est un jeu pour qui, alors,
clairement pour les fans de Tolkien qui cherchent l'immersion, pour les joueurs de Pandémique qui veulent plus de complexité, plus d'histoire, et pour les amateurs de gros jeux coopératifs exigeants. Et à l'inverse? Mais si on est allergique au hasard, ou si on cherche des parties rapides et légères, vaut mieux passer son chemin, honnêtement. Et on voulait finir sur une petite réflexion qui nous est venue en jouant et en écrivant l'article. Au-delà de gagner ou perdre contre les armées de Sauron dans le jeu, qu'est-ce que cette expérience de lutte acharnée en coopération nous apprend sur la manière d'affronter ensemble des défis qui paraissent insurmontables? C'est une bonne question. Ça fait écho au thème fort du livre, finalement. La persévérance, l'entraide face à l'adversité. Exactement. Une belle matière à réflexion, même après avoir rangé la boîte.